Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Robert Tête? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie que moi j'aime. Déjà, je pense que c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, on va essayer de faire le tour d'horizon ici. Je rappelle que j'ai déjà fait ça plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Donc, on y va rapidement. Première chose que je regarde généralement, c'est le revenu. Je recherche la stabilité ou la croissance des revenus. D'accord? Ici, on a des revenus qui sont croissants. Une fois qu'on a on voit à peu près la tendance des revenus ici, la pente, si elle est croissante, décroissante ou bien elle est stable, on va aller rechercher dans les rapports financiers. Ici, en l'occurrence, on a une croissance. On va regarder, est-ce que la croissance est organique ou par acquisition? Si elle est organique, ici, on se pose la question de savoir quelle est la taille du marché. Même d'ailleurs, même si elle est par acquisition, on se pose la question de savoir quelle est la taille du marché. Et on vérifie également ici quel type d'acquisition on a tendance à faire. Par exemple, une entreprise qui vend de l'alcool, faire des acquisitions dans le domaine des garages. Ici, vous allez vous rendre compte, voilà, ça ne colle pas. D'accord? On aime bien les business qui sont spécialisés. OK? Bien autour d'une même thématique. Donc, on continue. J'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Ensuite, je vais regarder ici la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? On a une marge brute plutôt stable. On n'essaye pas d'avoir, voilà, on va pas se dire ici que bon, c'est de moins en moins élevé, c'est stable. 55, 53%, 2% c'est beaucoup, mais voilà, je veux dire, la vie d'une entreprise c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on va se dire ici qu'on a un business à peu près stable en date d'aujourd'hui. On aime ça. OK? Les marges brutes sont stables, les revenus sont élevés, enfin, les revenus sont croissants, les marges brutes sont stables. Ça, on aime ça. Déjà, je vais regarder en termes de croissance ici, en moyenne. Sur les 10 dernières années, le volume est de 5,92%. Sur les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près 6,87%. Et sur les 3 dernières années ici, on a aux alentours de combien? On a à peu près 8,25%. La croissance accélère sur les dernières années. OK, on a au moins du 5% et plus sur une dizaine d'années ici. C'est une bonne chose. Donc, on compte. C'est juste un petit article d'information parce que si on essaie d'extrapoler ici, si on a une croissance généralement ici de 10%, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on a eu 10% précédemment avant de me projeter dans le futur. OK? Ensuite, après la marge brute, on regarde la marge EBITDA. Ici, par exemple, là, au niveau de la marge EBITDA, je vais pouvoir vérifier si l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, si chaque revenu supplémentaire n'entraîne pas une dépense opérationnelle supplémentaire. Donc, j'aimerais voir ici, au moins une marge EBITDA stable ou une marge EBITDA croissante, de préférence. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une croissance de la marge EBITDA. Et moi, j'aime ça. Ça veut dire que le business est de plus en plus efficient. Donc, elle n'a pas besoin d'engager plus de monde pour générer plus de revenus. OK? Ou bien de faire plus de marketing, dépendamment de l'activité qu'elle mène ici. OK? Donc, j'aime ça. Ici, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas un pricing, parce que le pricing power, tu le vérifies d'abord avec la marge brute. Donc, le but premier, quand on a un pricing power, c'est d'abord de maintenir ses marges. Première chose. Maintenir ses marges. OK? La première marge, généralement, c'est la marge brute. Ensuite, on a la marge opérationnelle. Et la marge EBITDA, c'est un mix un peu. Voilà. Vous pouvez avoir s'il y a une partie, c'est la partie des dépenses opérationnelles qui se retrouvent au niveau de l'EBITDA, à savoir dépréciation, amortissement. Excusez-moi, amortisation. Voilà. Donc, ici, au niveau de la marge EBITDA, on remarque que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, c'est-à-dire que oui, la marge brute est stable, mais l'entreprise ne dépense pas plus d'argent pour... La marge brute est stable, le revenu est croissant, mais l'entreprise ne dépense pas plus d'argent ici en termes de personnel, ou bien en marketing, ou bien en recherche et développement ici, pour générer ce niveau de revenu-là. On aime ça. OK? Imaginez donc si la marge brute était de plus en plus croissante. On allait avoir quelque chose d'extraordinaire ici. Mais j'aime déjà ce que je vois. D'accord? J'aime bien prendre la médiane sur plusieurs années, histoire de voir à peu près qu'est-ce qu'on a. Sur les 20 dernières années, c'est 14%. 10 dernières années, 16,42%. 5 dernières années, 17,13%. Donc, on est à peu près à 17% par là. Comme je l'ai dit, je ne cherche pas à avoir précisément raison. On est à peu près à 17%. Maintenant, quand je lis les rapports financiers, quel est le but, quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? C'est ce qui devrait m'intéresser. Parce que si on a eu 16-17% de manière exceptionnelle, il ne faut pas que je tombe dans le piège. OK? Donc, je dois aller recouper toutes ces informations-là. Quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? Quand est-ce qu'ils ont institué cet objectif-là? Est-ce que c'était en 2016, en 2013? Ce genre de choses. Si c'est nouveau, il faut faire attention. Prenez toujours la moyenne sur les dernières années. Au moins, il y a de grandes chances qu'on ne se trompe pas. OK? Alors, j'aime ce que je vois ici également. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder ici si les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Je prends ça et je les mets sur le même graphique. Ici,
les net income sont plus élevés que les free cash flow. Ça peut également être dû à la nature de l'activité de ce business-ci, mais le free cash flow est influencé généralement par quoi? Il faut aller vérifier. Généralement ici, la plupart du temps, sur le BFR. OK? Donc, on continue ici. Je vais prendre à peu près les free cash flow cumulés et les net income cumulés sur une longue période de temps, histoire de voir à peu près quelle est la différence entre les deux et si cette différence-là a tendance à être de moins en moins élevée. Un peu comme ce qu'on a fait avec, je pense que c'était avec Rémi Cointreau, si je ne me trompe pas. Donc, sur les 20 dernières années, en net income, ou en résultat net, on a 670 millions. Et en free cash flow, on a 400 millions. Donc, on a, on a à peu près 270 millions de différence. Sur les 10 dernières années, généralement, c'est bien de regarder ça en pourcentage également. D'accord? Sur les 10 dernières années, est-ce que l'écart se réduit? On a à peu près 500 millions ici, 300 millions ici, donc on a à peu près encore 200 millions. Sur les 5 dernières années, 311 millions, 255 millions. Donc, l'écart se réduit sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, 206 millions, 115 millions. Donc, l'écart également se réduit. Donc, ce qui veut dire que peut-être en prenant sur les 20 et 10 dernières années, on a dû faire des investissements massifs ici. Et on n'a que de récolter le fruit de ces investissements-là sur les 5 et 3 dernières années. Donc, le fait que le free cash flow soit moins élevé que le net income ici ne va peut-être pas me déranger à court terme. Mais il faut toujours aller vérifier quelle est la raison derrière. OK? Maintenant, on va vérifier le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Moi, je n'aime pas quand le nombre d'actions augmente. D'accord? Je n'aime pas ça. Il faut que je regarde la raison derrière. Il faut toujours aller vérifier la raison derrière. Mais déjà, à la base, je n'aime pas. Je préfère les entreprises qui rachètent leurs actions. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, en termes de nombre d'actions, on a plutôt un nombre d'actions qui est stable. Enfin, depuis à peu près décembre 2022, ici, on a à peu près 100 000 actions en moins, 110 000 actions en moins, donc de 2 310 000 à 2 200 000. Donc, on a à peu près 110 000 actions en moins. C'est déjà une bonne chose. Bon, je pense également que cette entreprise n'est pas très liquide, si je ne me trompe pas, mais ce n'est pas plus grave que ça. De toute façon, c'est une demande ici d'un abonné top premium. Donc, moi, je regarde juste, mais j'aime déjà ce que je vois ici. Donc, elle rachète timidement ses actions, on va le dire. On aime également ça. En termes de dette net sur EBITDA, est-ce qu'on a un ratio inférieur à 5? On a à peu près 1,4. OK? Et quand je dis 5, ça dépend également des secteurs d'activité. D'accord? Donc, dans le domaine ici comment on appelle ça? Des commodités ici. Donc, les compagnies minières, les compagnies, voilà. Enfin, on va le dire comme ça. Dans le domaine ici des compagnies cycliques. Enfin, quoique celle-ci est également cyclique, hein, dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que je raconte? Bref, par exemple, si vous prenez les compagnies minières ici aujourd'hui, avoir un ratio dette net sur EBITDA à 5 fois, alors qu'on est en période haussière, il faut faire attention. Ce sont des entreprises qui ne doivent même pas jamais avoir de la dette. OK? Donc, il faut toujours aller considérer ces entreprises en dessous de 3 à 2 fois les EBITDA ici, même en période haussière. OK? Donc, on compte. J'aime bien ce que je vois ici. Donc, on a à peu près 1,4 fois l'EBITDA ici. Et l'EBITDA est en croissance. Donc, on constate également qu'on a une évolution de cette dette nette-là pour le ratio, alors qu'on avait un ratio vraiment moins élevé. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années? On a pris avant, on avait du cash net. Sur les derniers mois, ici, on a pris de la dette. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pris de la dette? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Ou bien est-ce qu'on a pris cette dette-là pour acheter des actions? Je n'en sais rien. Semble-t-il que c'est une petite acquisition, ce n'est pas ça qui va faire augmenter la dette ici, sauf si l'entreprise dont on a fait l'acquisition était endettée. En tout cas, il faut aller vérifier ceci. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça, en disant que l'entreprise n'a pas une énorme dette non plus. Alors, après avoir vérifié tout ceci, combien est-ce qu'on est prêt à payer pour ce business? Une entreprise qui a des marges stables, qui a des revenus croissants, qui a des marges EBITDA qui augmentent, qui a des marges nettes également qui augmentent. Enfin, on a vérifié la marge nette, n'est-ce pas? Donc, la marge nette également augmente. On aime ça. Combien de fois les bénéfices on est prêt à payer pour ce genre de business? Alors, tout dépend de l'activité également, hein, n'oubliez pas. Mais ici, on vérifie d'abord le marché paye généralement combien de fois les bénéfices. On regarde. C'est le forward PE ici. Donc, je rappelle toujours que le PE ratio, c'est un rendement. Hein. Donc, on voit un PER de 20, c'est 5%. 10, c'est 10%. 25, c'est 4%. 50, c'est 2%. Donc, vous prenez le 100. La base, c'est 100. 100 divisé par le PER. Vous trouvez le ratio. Vous trouvez le rendement en question. D'accord? Ça veut dire que quand vous achetez une entreprise à 25 fois les bénéfices, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez ici un rendement de 4%. Maintenant, à vous de voir si ce rendement-là vous intéresse ou pas.
OK? Parce qu'à la fin de la journée, chacun prend sa décision. Il y a des gens qui sont bien contents avec 1%, d'autres avec 2%. Moi, j'aime 8%. Ça, c'est ce que je recherche vraiment. Par rapport à mon coût d'acquisition, j'aimerais avoir un rendement de 8% en prenant en considération une croissance modérée, au moins sur 2 ans max. OK? Revenons à Robertet. Robertet avait l'habitude de s'échanger aux alentours de 14-15 fois les bénéfices. Vous allez voir ici comment je fonctionne avec des ratios entre 10 et 25. OK? Donc, généralement, j'ai tendance à utiliser 10, 15, 17 et 25. Quelqu'un d'autre peut utiliser 10, 17 et 20. Donc, pensez toujours en termes de rendement. OK? Si je prends 17 fois les bénéfices, ça veut dire ici que c'est 100 divisé par 17, ça vous donne le rendement que je recherche vraiment par rapport à ce type d'entreprise. Très souvent, ça sera peut-être des entités matures, ce genre de choses. Sur les compagnies minières, ça sera du 15 fois. Bref, voilà. Juste pour vous dire ici que le PE en question, je ne le prends pas comme ça, voilà, de nulle part. OK? Donc ici, on a 22 fois les bénéfices. Et n'oubliez pas également souvent de prendre en considération vos propres jugements par rapport au PER. Ce n'est pas parce que le marché a tendance à payer 40 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance moyenne de 5% que vous également, vous allez avoir tendance à payer, vous allez payer 40 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire que si cette entreprise, au lieu de s'échanger à 40 fois, qui est la moyenne, vous allez l'acheter, si elle s'échange à 30 fois les bénéfices, vous allez vous dire, oh, elle est sous-évaluée. Non. 40 fois les bénéfices, c'est 2,5% de rendement. 30 fois les bénéfices, c'est 3,3% de rendement. Parce que dites-vous toujours ici que la croissance future est incertaine. Et si l'entreprise arrête de croître ici, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, pensez en termes de rendement. Évaluer une entreprise, ce n'est pas très compliqué non plus. OK? Le plus compliqué maintenant, c'est d'investir avec conviction. Donc, c'est toujours aller rechercher l'information derrière les chiffres. D'accord? Généralement, personne n'aime faire ça. Moi, j'aime. Donc, parce qu'à la base, je n'aime pas payer de l'argent. Donc, voilà. Alors ici, si on prend le PER sur les ajustés des 12 prochains mois, si on prend les 20 dernières années, on a 15 fois les bénéfices. Donc je sais que vous voyez 14,8, mais moi je mets 15 fois les bénéfices. OK? Si on prend les 10 dernières années ici, c'est à peu près 22,7 fois 22 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Les 5 dernières années, 25 fois les bénéfices. Alors, combien de fois les bénéfices on serait prêt à payer pour ce business-ci? Mon raisonnement, je vais osciller entre 20 et 25. Pour moi, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, je vais même être gentil, je mettrai 25 fois les bénéfices. Donc, c'est sur les 10 dernières années, peut-être parce que cette compagnie-ci a un pricing power, peut-être qu'elle peut augmenter les prix ici. D'accord? Peut-être qu'également, elle a des perspectives de croissance assez élevées. Je n'en sais rien. Mais en prenant 25 fois les bénéfices, dites-vous que je suis extrêmement gentil ici. OK? Et dans tous les cas de figure, même si l'entreprise, après avoir calculé, paraît sous-évaluée ici, on va essayer de vérifier également par rapport à nos coûts d'acquisition si le rendement est élevé. Alors, venons donc ici. RBT, qui est Robertet. Je rappelle toujours ici qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez accès aux notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, je lis, j'écoute, et je vous dis ce que je pense par rapport à une entreprise qui, moi, me paraît sous-évaluée. Donc, la plupart des entreprises que vous allez retrouver dans cette liste-ci sont sous-évaluées selon moi en date d'aujourd'hui et sont qualitatives selon moi. OK? Donc, j'ai également l'habitude de faire le suivi de ces entités-là au sein du service Top Analyse. OK? Donc, à ce niveau-ci. N'oubliez pas également, c'est en majorité des entreprises nord-américaines. OK? Dividendes ou pas dividendes. Essentiellement des entités nord-américaines. Donc, je peux avoir également certaines entités européennes ici, mais il n'y en a pas énormément. OK? Donc, en disant même qu'il n'y en a même pas. OK? Même s'il y en a une dans la liste ici, mais voilà. Dites-vous toujours ici que c'est uniquement des entités nord-américaines. Donc, dans la Top Newsletter, je partage également des analyses sectorielles. Je pense que vous avez déjà tapé juste analyse secteur sur Top Invest. Vous allez retrouver la plupart des vidéos qu'on a eu à faire précédemment. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire également, ça fait plaisir. Si on revient donc au niveau d'évaluation, ici, nous avons un business qui s'échange à 25 fois les bénéfices sur les dernières années. OK? Déjà, en termes de rendement, ça donne quoi? Je prends ma calculatrice qui est devant moi, pas sur l'écran, malheureusement. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vais vous montrer. C'est un business, est-ce qu'il est prévisible? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Sur une période de 2 ans, oui. En termes de bénéfices net ajustés. OK? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. Un business qui, d'ici 2025, pourrait rapporter 43,56 €. Déjà, je vois ici qu'on a une accélération. Rappelez-vous, on a une croissance moyenne de 5 à 6% sur les dernières années. Pourquoi est-ce qu'on aura 14 à 11% sur les années à venir? Allez vérifier.
Ça peut peut-être vouloir dire ici, dépendamment de ce qu'elle fait, peut-être que les capacités de production ont augmenté et on s'attend à avoir des volumes de plus en plus élevés. Je n'en sais rien. Parce que ici, j'essaie d'interpréter les chiffres. OK? Donc, je pose les chiffres ici et quand je vais lire les rapports financiers, je vais donner vie à ces chiffres-là. D'accord? Donc, ici. Donc, je ne regarde pas juste une croissance ici en me disant, oh, on aura une croissance. Non. C'est toujours le pourquoi derrière qui nous sauve. Parce que si l'analyste en question ici était trop optimiste, bah, si on n'a pas la note d'analyse en question, parce que les analystes en question, ils ne donnent pas juste des objectifs en termes de bénéfice net. Ils vous donnent également l'argument derrière ces objectifs. C'est même l'argument qui est important. C'est même pas trop l'objectif. D'accord? C'est l'argument derrière qui est important. Or, vous n'aurez pas accès à ces informations-là. Vraiment, ça coûte très, très cher. Donc, normalement, en lisant les rapports financiers, vous allez pouvoir recoller les morceaux ici. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 780 €, un business qui pourrait me rapporter 43,56 € d'ici 2025. Ça donne un rendement sur coût de 5,58%. Rappelez-vous ici que c'est un business qui s'échange vraiment sur les dernières années à 25 fois les bénéfices. Donc, c'est 4% de rendement. On va se dire ici qu'elle est légèrement sous-évaluée. Parce que si elle s'échange à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, on sera à peu près à un prix aux alentours de 1088 $, 1089 euros, excusez-moi. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? On continue. Extrapolons un tout petit peu. Allons au-delà de 2028 pour la croissance. Prenons l'estimation des analystes. Ici, en moyenne, on avait du 5%, n'est-ce pas? Remettons le 5% en question. On trace à 25 fois les bénéfices. Si on croit au-delà de 2025 à 5% jusqu'en 2028, on aura à peu près à 25 fois les bénéfices, un prix aux alentours de 1260 €. Et à 20 fois les bénéfices, un prix aux alentours de 983 €. Soit un rendement entre 5% et 10%. Donc, déjà, juste avec cette croissance, il y a de grandes chances qu'on ne perde pas notre argent. OK? On s'entend. Donc, c'est une compagnie qualitative. Tout va maintenant dépendre de ma lecture des rapports financiers, la compréhension du business model. Et si ça me plaît, je ne payer du Robertet au prix actuel, ce n'est peut-être pas si fou que ça. Après, on peut également regarder l'utilisation ici des actifs. On va voir ça ici, Robertet. On vérifie. J'aime bien regarder le ROTCE. Au-delà de tout le ROCE, je ne sais même pas, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi on dit ROCE? Je ne sais pas. ROS, tu peux le dire également. Ou bien le ROIC, tu peux l'utiliser également. Tu fais ce que tu veux. Donc, vous voyez également ici que ce ratio-ci, 1, je recherche la stabilité. 2, je recherche une légère croissance sur les dernières années. Première chose, on a de la stabilité. 13% en moyenne ici. Et sur les dernières années, on a une légère croissance. Donc, on aime bien ça. OK, on a du 16% ici. Maintenant, il faut comparer il faut comparer généralement ici par rapport aux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité. OK, mais j'aime bien ce que je vois ici au niveau de Robertet. OK, donc je reviens. En termes d'évaluation, ça va donner quoi? Alors, en termes d'évaluation, si vous avez un business, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un business qui paraît être intéressant en date d'aujourd'hui. Si on reste à 25 fois les bénéfices et que les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent, tout en mentionnant ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions, si donc c'est un business assez prévisible, on pourrait être aux alentours des 1000 €, 1089 € ici. Si on est à 20 fois les bénéfices, c'est à peu près aux alentours de 860 € par là, enfin 880 €. Donc, au prix actuel, c'est peut-être pas fou de commencer à regarder du Robertet. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Enfin, vous avez le lien ici vers tout ce qui concerne les notes d'analyse ici jusqu'au 29 du mois de février. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.